Oui, bonjour à ce webinaire organisé par le cabinet Syndex qui sera dédié aujourd'hui à l'intéressement à la participation. Donc je vous rappelle que vous avez la capacité de poser des questions en direct grâce au chat. Donc surtout n'hésitez pas à poser les questions tout au long de la présentation. Moi je suis Frédéric Renaud, donc j'ai prévu un support que nous allons partager ensemble et je suis accompagné de Eric Decaze qui lui va suivre les questions pour essayer d'y répondre un maximum d'ici la fin de ce webinaire, sachant que ce webinaire est prévu qu'il s'arrête à 13 heures. Donc, vous pouvez retrouver le cabinet Syndex sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Ce webinaire est enregistré pour être revisité. Pour ceux qui sont absents, éventuellement vos collègues, n'hésitez pas à leur dire qu'ils pourront le voir à partir du 27 novembre prochain. Voilà, donc si vous voulez bien, on va démarrer ce webinaire. Alors, ce qui nous donne l'occasion, en fait, de faire ce webinaire, c'est le projet de loi Pacte qui va avoir des conséquences sur notamment l'intéressement et la participation et sur l'épargne salariale de manière un peu plus large. Donc, ce qu'on a prévu de vous présenter, c'est un rappel sur c'est quoi la participation et c'est quoi l'intéressement pour repositionner bien les choses. Ensuite, on va regarder ce qui se dit au travers de la loi Pacte, en tout cas du projet de loi, qui sera applicable à partir du mois de janvier prochain. Et on voudrait aussi vous apporter des éclairages sur l'expertise, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter en tant que représentant des salariés, notamment dans le cas de l'épargne salariale, participation, intéressement plus précisément. Alors, quand on parle d'épargne salariale, de quoi parlons-nous? Principalement, on va parler de dispositifs que sont la participation aux bénéfices, on va évoquer la question de l'intéressement, l'épargne salariale de manière plus large à travers notamment les plans d'épargne d'entreprise et les plans d'épargne retraite collective, ce qu'on appelle PE et PERCO. Pour situer les choses dans un ensemble plus large, ce qu'il faut avoir en tête quand on est dans le circuit de l'épargne salariale, c'est qu'on a comme acteurs l'entreprise et les salariés. On a des dispositifs que sont la participation. Donc ici, vous avez la participation. Vous voyez qu'en 2016, selon l'étude qui a été faite par la DARES, on a collecté 6,7 milliards d'euros au travers de ce dispositif. À côté, on a l'intéressement, ici, vous voyez, qui a collecté 8,3 milliards, donc c'est un petit peu plus que la participation. Et on peut aussi avoir des systèmes d'abondement de l'entreprise sur les versements que vont pouvoir faire les salariés dans le système. Il ne vous a pas échappé que depuis 2011, les salariés peuvent bénéficier directement de l'intéressement ou de la participation sans passer par un système de blocage. Ce qui est le cas à peu près dans 22% des cas. Dans quasiment entre 3 quarts et 80% des cas, les salariés vont bloquer les fonds sur ce qu'on appelle soit un PE, soit un PERCO. Le PE, c'est une épargne qui va être bloquée 5 ans et le PERCO va être bloqué jusqu'au départ à la retraite du salarié. Alors, on sait qu'il existe aussi des moyens de sortir plus vite de ces blocages de 5 ans ou plus, qui sont des cas, par exemple, quand on achète un logement, quand on a l'arrivée d'un troisième enfant dans un foyer. Voilà. Ça, normalement, ce sont des choses qui sont connues. Alors, quand on parle de participation, on va rappeler quelques fondamentaux. La participation elle a pour caractéristique d'être obligatoire dans les entreprises dont l'effectif dépasse 50 salariés. Donc, beaucoup d'entreprises dans lesquelles finalement la participation est obligatoire, en tout cas d'avoir un accord. Ce qui ne signifie pas qu'il y a forcément des bénéfices en suffisance pour générer de la participation qui sera redistribuée aux salariés. Il s'agit d'un accord collectif, dans le sens où on emmène dans cet accord l'ensemble des salariés de l'entreprise. On ne peut pas exclure une partie, toute une partie de l'entreprise du bénéfice de la participation. Le calcul doit respecter un caractère aléatoire. Pourquoi? Parce qu'on verra que la participation, finalement, c'est un revenu complémentaire qui n'est pas assimilé à du salaire et qui va échapper à l'imposition, cotisation sociale, voire imposition au niveau du revenu des personnes physiques, IRPP.
Caractère aléatoire, ça signifie qu'une année, on peut bénéficier de participation, et l'année d'après, compte tenu des résultats, il peut ne pas y en avoir du tout. Et comme je viens de l'évoquer, les sommes distribuées au titre de la participation, on va le voir tout à l'heure avec des tableaux, des graphiques, bénéficient d'un système d'avantageux sur le plan fiscal et sur le plan social, à la fois pour l'employeur, mais aussi pour les salariés. Alors, si je prends la page suivante, on va reprendre la formule qui existe. C'est-à-dire que la particularité de la participation, c'est que le Code du travail détermine une formule de calcul qui est ce qu'on peut appeler la formule de base. Certains l'appellent la formule légale, mais en même temps, une formule dérogatoire n'a rien d'illégal. Comment est-elle calculée, cette formule qui est ici? Donc, on rappelle, hein, participation, c'est 1,5 fois le bénéfice moins 5% des capitaux propres auquel on va appliquer un ratio salaire sur valeur ajoutée. La formule paraît relativement simple, mais dans la réalité, elle est un petit peu plus complexe que ça. Donc, le bénéfice, c'est un bénéfice qui est calculé à partir du bénéfice fiscal, qui est différent du résultat net comptable, ce qui peut déjà provoquer des mécompréhensions à ce niveau-là. Les capitaux propres, donc pour faire court, c'est le capital qui est laissé par les actionnaires à l'entreprise pour financer son développement. On va déduire une rémunération des capitaux propres en disant l'actionnaire qui laisse de l'argent va commencer par prendre en compte la rémunération de ce capital, et s'il reste quelque chose, on va pouvoir le partager avec les salariés. Et on va appliquer un coefficient qui est le ratio salaire dans la valeur ajoutée. L'idée du législateur à l'époque, c'est de dire plus les salariés participent à la création de la valeur ajoutée, plus on va redistribuer de participation vis-à-vis des salariés. Alors, dans la vraie vie, même si le calcul peut paraître simple sur le papier, il est un peu plus compliqué que cela, et à chaque agrégat qu'on a évoqué ici, il peut y avoir des discussions, des questions d'appréciation ou d'interprétation qui peuvent différencier et qui peuvent générer des écarts. C'est ce qu'on rencontre régulièrement à travers nos interventions auprès des CE et des CSE. Alors, une participation à un calcul défini par le Code du travail, mais selon les cas de figure, cette participation peut s'avérer relativement faible ou nulle. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on peut signer des accords qui viennent en correction de cette situation par ce qu'on appelle un calcul dérogatoire. Donc on rentre dans une formule qui est finalement plus favorable que ce que prévoit le Code du travail. Donc on peut agir sur différentes choses. On peut agir sur comment on calcule le bénéfice, comment on prend en compte les capitaux propres, est-ce qu'on doit les rémunérer à 5% ou moins, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans la masse salariale, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Sachant que si on fait du dérogatoire, il y a quand même un plafonnement qui est prévu par la loi. Donc ce plafonnement, il existe, il y en a 4, il faut choisir parmi un. On peut retenir que c'est à peu près 50% du résultat. Après, ça peut être un résultat fiscal ou un résultat net comptable. Et en aucun cas, le résultat de la formule dérogatoire ne peut être inférieur à ce que prévoit le Code du travail. Donc le Code du travail est toujours présent comme étant un filet. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est la question de la répartition et des bénéficiaires. Aujourd'hui, il est possible de mettre dans les accords une ancienneté minimale. Il n'y a pas d'obligation de le faire, mais si on met une ancienneté minimale dans l'accord, ça ne peut pas être plus que 3 mois. C'est-à-dire que les salariés, à partir du moment où ils ont travaillé au moins 3 mois dans l'année, ils vont toucher une partie de la participation, évidemment au prorata de leur temps passé ou de leur rémunération sur les 3 mois par rapport à leurs collègues qui sont là 12 mois. Les critères de répartition, ça peut être tout en fonction des salaires, ce qu'on appelle de manière complètement hiérarchisée. Ça peut être tout le monde la même chose, la formule égalitaire, ou ça peut être aussi en fonction du temps de travail. Donc ceux qui sont présents, par rapport à ceux qui sont moins présents, vont toucher un peu plus de participation. Et après, la loi permet de mixer en fait ces différents critères de répartition de la participation. Il y a des plafonds qui sont appliqués. Pour les salariés, un salarié ne peut pas percevoir plus de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qu'on appelle ici le PASS. Ça représente quand même quasiment 30 000 euros en 2018. C'est très rare de voir des montants de participation individuels qui atteignent ces plafonds. Donc on a vraiment une grande latitude de ce point de vue-là.
Et la participation est bloquée, normalement, soit 0 si le salarié veut la toucher tout de suite, soit 5 ans, à partir du moment où ça va être déversé dans un plan d'épargne entreprise. Et en général, c'est bloqué 5 ans. Et s'il n'y a pas d'accord, il peut y avoir des cas où l'entreprise n'a pas signé d'accord. À ce moment-là, les fonds vont être bloqués 8 ans. Voilà, donc j'ai évoqué la question du blocage des fonds. Ce qu'on appelle le régime d'autorité, c'est quand il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est ça qui est appliqué. C'est plutôt défavorable et pour l'employeur et pour les salariés. Donc évidemment, on incite l'ensemble des entreprises qui ont au moins 50 salariés à l'effectif de signer des accords de participation. Et il en va de l'intérêt de tout le monde. Il faut savoir aussi que si le salarié ne demande pas à percevoir immédiatement sa participation et s'il ne dit pas vers quoi il veut la déposer, il y a un fléchage automatique aujourd'hui qui est de 50% vers le PERCO. C'est-à-dire que si les salariés ne s'expriment pas sur comment ils veulent placer les fonds issus de la participation, 50% de ce montant va être systématiquement, automatiquement déversé dans le PERCO. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les fonds vont être bloqués non pas 5 ans, mais ils vont être bloqués jusqu'à la date de sortie du salarié de l'entreprise. Voilà, contenu minimum, bon ça, c'est des choses qu'on a évoquées et on vous le laissera dans la présentation qui vous sera adressée après ce webinaire. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. On a évoqué la répartition des droits, la question de la répartition entre les salariés, etc. Donc ça, vous l'aurez parce qu'il y a des références qui peuvent être utiles. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cadre réglementaire qui permet des avantages financiers. L'entreprise est exonérée de cotisations sociales. Par contre, elle va payer ce qu'on appelle le forfait social. Donc, les cotisations sociales employeurs, en général, en moyenne, on va dire que c'est 45%. Là, l'entreprise ne va payer que 20%. Les salariés, de leur côté, ne vont pas non plus cotiser sur le social. Ils vont avoir à payer la CSG et la CRDS, c'est-à-dire 9,7% depuis le début de l'année. Par contre, ils ne vont pas payer les autres cotisations qui sont en moyenne autour de 20-21%. Donc on a vraiment un système qui est incitatif. Donc, vous voyez ici sur ce schéma, quand dans le cadre hors cas de participation, un employeur qui verse 2 000 €, ça lui coûte 2 900 et le salarié dans sa poche, il a 1 580. Donc on a un rapport entre le brut chargé et le net de 1,83. Dans le cadre de la participation, l'employeur il va débourser 2 400 € et le salarié il aura 1 806 € dans sa poche. Alors ça peut être de manière différée si c'est bloqué sur le PE. Mais en tout cas, on a un ratio beaucoup plus faible et beaucoup plus favorable puisqu'on va descendre de 1,83 à 1,33. Alors, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que l'employeur peut décider tout seul de verser ce qu'on appelle un supplément de participation. Donc ça peut être intéressant de mobiliser ce dispositif quand il y a des événements exceptionnels qui font qu'il n'y a pas eu beaucoup de participation au cours de l'année. Donc l'employeur, dans le cadre notamment de négociations, mais c'est lui qui prendra l'initiative et la décision in fine, peut décider de verser un complément de participation. Alors, le seul bémol, j'ai envie de dire, c'est que il faut que la participation, dans son calcul initial, il produise quand même au moins 1 €. Si elle produit 0, on ne pourra pas verser de supplément de participation. Le reste des règles s'est inchangé, notamment la question des plafonds. On est toujours sur les mêmes plafonnements. Et les questions de répartition des fonds du supplément, soit on va suivre l'accord en vigueur, soit on veut modifier pour répartir le supplément. Et à ce moment-là, on pourra signer un accord spécifique d'entreprise à ce moment-là qui durera simplement pour ce supplément. Voilà, donc ça concerne la participation, c'était les grands principes. La question de l'intéressement, donc il y a des choses, on va voir, qui se regroupent, mais on a aussi des choses qui sont différentes. Et ce qui va différer, c'est qu'il n'existe pas, contrairement à la participation, il n'existe pas de formule de calcul de référence. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, au sein de l'entreprise, qu'on va être libre de négocier les critères qui vont générer un intéressement et qui va pouvoir être distribué aux salariés. Donc, il y a quand même des règles. Nous, ce qu'on rappelle, c'est qu'il faut que les formules
soient les plus clairs possibles. Hein. C'est compliqué à travers l'intéressement de vouloir tout verrouiller parce que vis-à-vis des salariés, les messages après sont compliqués à faire passer. Donc il faut que ce soit des formules claires. En général, on recommande d'avoir 2 ou 3 critères, pas trop, parce que sinon ça devient compliqué à comprendre. Évidemment des critères qui soient objectivement mesurables, ça veut dire qu'on a des outils au sein de l'entreprise pour suivre ces indicateurs, et toujours, et notamment vis-à-vis du URSSAF, hein, c'est de vérifier le caractère aléatoire de l'intéressement. Ça ne doit pas suppléer, ça ne doit pas remplacer du salaire. Même si c'est un périphérique de rémunération, ça ne peut pas remplacer du salaire. Et ce qui est aussi possible, c'est d'avoir une période de référence qui peut être différente de l'exercice comptable. On sait que la participation, c'est sur le résultat fiscal de l'année, donc on est vraiment sur l'exercice fiscal et souvent c'est l'année civile. Dans le cas de l'intéressement, on pourra découper des périodes plus courtes dans l'année et on peut descendre jusqu'au trimestre. Alors nous, ce qu'on recommande, hein, c'est d'avoir des critères d'intéressement qui sont corrélés à la stratégie de l'entreprise et pour vraiment associer l'intérêt des salariés et l'intérêt de l'entreprise. Donc on va déterminer des critères notamment stratégiques, qu'on va essayer ensuite de décliner sous forme d'indicateurs. Donc là, pour exemple, là, on a une entreprise qui dit clairement ce qu'elle attend. Elle attend de développer d'ici 2022 son chiffre d'affaires à 100 millions d'euros et de déterminer un taux de rentabilité à 15%. Donc on a ici deux orientations stratégiques fortes avec des indicateurs qui sont, ma foi, relativement simples à déterminer. Et encore faudra-t-il dire qu'est-ce qu'on entend par chiffre d'affaires et qu'est-ce qu'on entend par taux de rentabilité. L'idée, c'est ça, c'est d'associer les salariés à la stratégie de l'entreprise. Il existe 2 grandes catégories d'intéressement. Il y a ce qu'on appelle l'intéressement lié au résultat. Donc la notion de résultat, ça renvoie surtout à des indicateurs financiers. L'entreprise fait du résultat financier et donc elle va en partager une partie avec les salariés. Et puis il y a ce qu'on appelle des intéressements liés à la performance. Et la performance, là où ça peut être intéressant, c'est qu'on va faire rentrer des critères qui ne sont pas forcément financiers. Par exemple, ça peut être des critères liés à l'efficacité, à des tonnages produits, à des niveaux de qualité, à des standards de qualité, à des respects des délais de production, à des respects de qualité client. Et là, on peut, tout est imaginable, on peut faire appel à la créativité, toujours pourvu qu'on soit en phase avec notre stratégie. Des calculs qui peuvent être en comparaison historique, c'est-à-dire on va se regarder par rapport au passé, voir si on a fait mieux ou moins bien, et on peut aussi se comparer à des objectifs budgétaires. C'est-à-dire qu'en début d'année, on dit, bah voilà, on voudrait être à 100, si on arrive à 90, il n'y aura pas d'intéressement, si on est à 95, on en aura un petit peu, et si on a 100, on aura la totalité de ce qui était prévu. Bon, ici, on vous donne des exemples, hein, ça peut être relativement simple. Ici, on a un intéressement qui fait 20% du résultat comptable avant impôt. C'est fait facile, c'est un indicateur qui est sur la liasse fiscale, qui prend en compte les éléments à caractère exceptionnel. On dit, ben voilà, on peut réserver 20% de l'enveloppe pour l'intéressement des salariés. On peut se donner des mini, des maxi, des tranches, enfin, tout est imaginable. Ce qu'on voit régulièrement et de plus en plus fréquemment, c'est le couplage de la participation avec l'intéressement. Donc on a évoqué l'intéressement tout à l'heure, qui est obligatoire, l'intéressement qui est facultatif. Certaines entreprises, pour des raisons de maîtrise budgétaire, souhaitent coupler les deux. C'est-à-dire qu'il y a un intéressement duquel on va venir déduire ce qui est déjà versé sous forme de participation. Ce qui fait que, voilà. Alors, ça peut être intéressant, notamment sur des indicateurs purement financiers. Et comme dans l'intéressement, on met des indicateurs qui ne sont pas que financiers, pour nous, la participation, c'est d'abord un indicateur financier, donc ça n'a pas toujours de sens. Donc, il faut regarder après au cas par cas. Alors, les limites de l'intéressement et des calculs de formules, hein, c'est que on peut avoir ce qu'on appelle des manipulations possibles hein, au niveau des résultats. On sait que dans les résultats, il y a des charges qui sont calculées, qui ne sont pas forcément de vraies charges, mais des anticipations de charges. Donc, selon qu'on charge ou pas, j'ai envie de dire, la barque au niveau du risque tel qu'on le perçoit, ça peut avoir une influence sur le résultat. On peut avoir aussi des pollutions relativement importantes par les effets de prix de transfert. Souvent dans les groupes, on a des sociétés qui font la production, qui vendent à une société commerciale qui, elle, va vendre au client final. Et les règles de prix de transfert de l'une à l'autre font qu'à un endroit, il n'y aura pas forcément de résultat, et dans l'autre, il y aura du résultat. Donc il faut avoir ça en tête, en tout cas quand on signe un accord d'intéressement.
peut y avoir des éléments à caractère exceptionnel, qui, par exemple, suite à une fusion, à une acquisition, à des réorganisations. Et on peut avoir aussi des phénomènes de sous-capitalisation des filiales, qui fait que ça peut impliquer des frais financiers importants et du coup diminuer d'autant les résultats, que ce soit la participation ou l'intéressement. Mais on parlait plus spécifiquement de l'intéressement. Alors ici, on voulait vous montrer un indicateur d'intéressement qu'on appelle RSE, responsabilité sociale des entreprises, qui mesure une performance et qui n'est pas du tout à caractère financier. Donc ici, on est sur diminution de l'empreinte carbone, diminution de la consommation de papier, diminution des gaz ou d'électricité utilisée, et d'autres critères de qualité, amélioration du processus de qualité, des études, ou amélioration ici du processus décideur. Et en fonction des, voilà, on s'était donné des objectifs. Ces objectifs ont été atteints et l'intéressement, il est au montant maxi de ce qui a été prévu par l'accord d'intéressement. La question des avantages sociaux et fiscaux, on a remis les mêmes tableaux parce qu'en fait, qu'on soit dans le cadre de l'intéressement ou de la participation, on est finalement sur les mêmes règles financières. Donc là-dessus, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça s'applique toujours. Concernant, alors attendez, ici, je suis perdu dans les pages. Le supplément d'intéressement, il suit la même règle que ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant le supplément de participation. De la même manière, quand il y a des événements à caractère exceptionnel, on a un outil qui n'est pas toujours bien connu, bien mobilisé, qui peut permettre de compléter un intéressement. Alors, excusez-moi, j'ai perdu la page. Hop. Voilà, le supplément, il est ici. Voilà, donc ensuite on peut passer à la question du projet de loi Pacte, donc Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc c'est évidemment un peu comme était le plan, le Pacte de 2014 avec la création du CICE. Je pense qu'on est toujours dans le même ordre d'idée, c'est redonner des moyens, des marges de manœuvre aux entreprises pour innover, se transformer, pour grandir et, in fine, pour créer des emplois. Donc ça, c'est le principe de base qui sous-tend des mesures qui sont reprises dans la loi Pacte. Donc, on ne va pas tout reprendre dans notre présentation. Nous, ce qu'on a développé dans le support qu'on va vous adresser, c'est les mesures pour récompenser le travail des salariés, les changements concernant l'épargne et le financement des entreprises, et les mesures pour redéfinir ce qu'on appelle la raison d'être des entreprises. On va surtout s'attarder ici à la question de la récompense du travail des salariés. Pour l'instant, on est toujours sur un projet de loi. Le 9 octobre, on a eu un premier vote au niveau de l'Assemblée nationale, puis une transmission au Sénat. Le Sénat a prévu d'examiner ce projet de loi à partir du mois de janvier. Ça reviendra ensuite aux députés de finaliser le texte. Mais les grandes lignes qu'on va évoquer, on peut considérer qu'elles seront retranscrites dans la loi. Donc on va repartir de quelques plans sur c'est quoi l'épargne salariale en France et quels sont les constats en fait qui sont faits, les constats qui sont faits par le législateur. Donc on considère en fait que vous voyez 16% des entreprises de moins de 50 salariés, donc vraiment les plus petites, sont couvertes par au moins un dispositif d'épargne salariale. Et en fait c'est faible quand on regarde la majorité des entreprises. C'est vrai aussi pour les entreprises de 50 à 99 salariés, mais ça augmente pourquoi? Parce que la participation étant obligatoire, on va retrouver ce phénomène ici, et 35% pour les entreprises qui sont entre 100 et 249. Et on va comprendre, en fonction de cette observation, pourquoi le législateur a visé les 0 à 50 et les 0 à 250 salariés. Et ce qui est évoqué, c'est que le coût du forfait social pour les entreprises serait perçu comme un frein à la diffusion de l'épargne salariale. Et le projet de loi Pacte, il a pour ambition de donner un coup de pouce supplémentaire à l'épargne salariale. Donc ici, vous voyez en rouge les entreprises au global, l'ensemble des entreprises, et comment elles sont couvertes par un dispositif d'épargne salariale. Donc ici, on a les entreprises couvertes par un accord de participation,
ici par de l'intéressement, ici par du PE et ici du PERCO. Et au global, on a 56% en 2016 en tout cas, des entreprises qui ont été couvertes par un de ces quatre dispositifs. Si on regarde le trait bleu, on se rend compte que les entreprises de moins de 50 sont très peu couvertes, en tout cas les salariés sont très peu couverts par ces dispositifs. Ça, c'est le constat qui est fait. Et ça se voit aussi quand on a évoqué juste avant hein, les moins de 50, donc on les retrouve, les moins de 50, on va les retrouver ici. Vous voyez qu'il y a très peu d'endroits où j'ai un accord de participation, par exemple. Et après, on va retrouver la tranche de 50 à 250, puisque c'est là que le législateur veut mettre l'accent. En bleu, ceux qui sont couverts par un accord de participation, c'est logique, ils sont plus de 50. Par contre, si on regarde l'intéressement, vous voyez que l'intéressement, il y a peu de salariés par rapport à la moyenne globale ou par rapport aux entreprises de plus grande taille qui sont couverts par un dispositif d'intéressement. Donc c'est ça les fondements, la philosophie de la loi Pacte sur le sujet. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent les entreprises sont mieux couvertes dans le secteur industriel ou dans les services quand on est plutôt riche, c'est-à-dire les sociétés qui font de l'informatique, de la technologie d'information, les banques et l'assurance. Sinon, les autres entreprises, c'est plus difficile. Donc, je passe ces statistiques, vous pourrez les relire à tête reposée. Simplement retenez qu'en 2016, en moyenne, on a 2369 € qui sont générés au profit des salariés, ce qui représente 6,3% de la masse salariale. Mais avec des disparités très fortes en fonction de la taille de l'entreprise ou du secteur d'activité. Donc, le constat, je l'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, ce que propose en fait la loi, c'est de passer le forfait social à 0 pour les sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises qui vont compter moins de 250 salariés. Et 0 également pour l'intéressement, la participation et l'abondement de l'employeur pour les entreprises qui vont compter moins de 50 salariés. Ce qui était prévu également, c'est que les branches professionnelles, on leur demande en fait de négocier des dispositifs d'intéressement et de participation pour les petites entreprises, qui seraient des choses prêtes à l'emploi pour faciliter en fait la mise en œuvre dans les entreprises qui n'ont pas forcément les ressources en interne pour mettre en place ces accords. Donc on essaie vraiment de leur faciliter à la fois la vie en termes d'organisation et aussi de les inciter sur le plan financier. Ce qui est important aussi, c'est la facilité qui est donnée pour le franchissement des seuils. C'est-à-dire quand on dit 50 salariés, si j'ai une entreprise que je peux être tenté de dire je reste bloqué à 49 parce que le fait de passer à 50, ça va entraîner beaucoup de contraintes supplémentaires. La loi Pacte prévoit en fait d'avoir un seuil qui est franchi au bout de 5 ans. C'est-à-dire que si j'ai un franchissement qui est fait l'année prochaine, en 2019, c'est pas en 2019 que je vais verser de la participation, ce sera 5 ans après, à partir du moment où j'aurai pu vérifier que j'ai embauché des salariés pendant ces 5 années, et en moyenne qui font qu'on a plus de 50 salariés. Donc ça donne une souplesse supplémentaire pour les entreprises. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Hein. Ça veut dire qu'on peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Il y a toujours la possibilité de faire de l'intéressement, de la participation, du PE, du PERCO dans les entreprises qui sont en dessous de 50 salariés. Et c'est pour ça qu'il y a des incitations financières. Voilà, donc il faut que j'accélère. Il y a des amendements qui ont été adoptés, donc on peut en évoquer quelques-uns. Il y en a un, c'est le plafond de la prime d'intéressement. On a évoqué tout à l'heure que la participation a été plafonnée à 3/4 du PAS, et jusqu'ici, l'intéressement était plafonné à la moitié du PAS, c'est-à-dire 19 866 €. Pour des questions d'harmonisation, et c'est vrai que depuis quelques années, on voit une harmonisation des dispositifs intéressement et participation, ce seuil va être rehaussé pour passer de 50 à 75%. Les montants restent très significatifs et pour nous, ça aura un effet très limité. Hein, on se rappelle que la moyenne d'intéressement en 2016 dans l'ensemble des entreprises, c'est 1 734 €. Donc on est très loin de ces plafonds.
Autre amendement qui a été adopté en première lecture, c'est la question de mettre en place un objectif pluriannuel de performance. Aujourd'hui, l'intéressement, il est calculé au plus tard sur 12 mois, au plus long sur 12 mois. On peut faire moins, mais au plus long, c'est sur 12 mois. L'idée, c'est de voir des performances qui seraient calculées sur plusieurs années. Donc pour nous, ça peut poser des questions de complexité sur la mise en œuvre de ce type de calcul. Ce qui a été évoqué aussi, bon ça je passe les reliquats parce que c'est vraiment très marginal, c'est la question de l'élargissement du projet, enfin l'intéressement de projet. L'intéressement de projet, dans Syndex, on n'en a pas vu jusqu'ici, donc pour nous ça reste quelque chose de marginal. C'est quelque chose qui pouvait associer plusieurs entreprises entre elles et permettre de distribuer de l'intéressement à ce moment-là. Ici, c'est de se dire on peut faire des projets à l'intérieur de l'entreprise. Donc nous, ça nous pose la question du risque de fragmentation du dispositif. Aujourd'hui, l'intéressement, c'est quelque chose de collectif. Si on décline des projets à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que ça ne crée pas justement une perte de cet esprit collectif? Alors, je passe, voilà. Et le dernier, celui qui peut être intéressant d'avoir en tête, c'est le plafonnement qui est pris en compte dans la répartition des enveloppes de participation. Quand on prend en compte la rémunération, aujourd'hui, les plus hautes rémunérations, en tout cas jusqu'à 4 fois le pass, vont bénéficier de plus de participation. C'est l'effet salaire qui va rentrer en ligne de compte. Donc l'amendement propose en fait de diminuer ce plafond, de passer de 4 plafonds à 3. Ce qui va permettre en fait pour les plus hauts salaires d'avoir un petit peu moins de participation et pouvoir redistribuer un peu plus pour ceux qui ont les rémunérations les plus basses. Voilà, donc je pense que ça c'était quelque chose d'important à signaler parce que ça peut venir percuter les accords que vous avez et qui sont en cours aujourd'hui dans vos entreprises. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que peut apporter l'expert du CE, l'expert du CSE? Dans le cadre de la participation, en fait, il y a la clé d'entrée qui est l'information consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc ça existe depuis 2016 et la loi Rebsamen. Et dans ce cadre-là, le CE, le CSE peut faire appel à un expert, il peut faire appel à Syndex pour l'aider à formuler son avis sur la situation économique et financière. Dans ce cadre-là, et notamment au titre du partage de la valeur ajoutée, Syndex peut être amené à vérifier que le calcul qui est fait est correctement fait par l'entreprise. Ça permet aussi, au-delà du calcul en lui-même, de décrypter le modèle économique et juridique de l'entreprise et d'étudier les impacts que les choix de l'employeur, de l'entreprise ou du groupe ont sur la participation et éventuellement après de dire, ben voilà, compte tenu de la mécanique de prix de transfert et autres choisis par l'employeur, ce qu'on ne conteste pas, a des incidences négatives sur la participation. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, bah, ok, on va négocier un accord dérogatoire pour corriger en fait ces conséquences néfastes pour la participation des salariés. Donc, ça peut servir à ça et du coup de partir éventuellement sur la négociation d'un accord dérogatoire. Ensuite, il existe une expertise dédiée qui sera prise en charge par l'employeur à 80%, c'est de rentrer dans un calcul, dans une mission plus approfondie. On va regarder à la fois le calcul qui est fait par l'employeur, et là on peut revenir même sur 5 années si on considère qu'il y a eu des erreurs qui ont peut-être été faites, et c'est aussi vérifier que la répartition entre les salariés elle respecte bien les accords, ou elle peut aussi donner lieu à négociations ultérieures en termes de répartition. Donc on peut proposer des améliorations et on va vérifier aussi qu'à travers le caractère dérogatoire, on peut préparer en fait la négociation d'un caractère dérogatoire d'accord. Donc ça, voilà. Ici je vous passe l'expertise. Comment ça se passe? Il y a contrôle du calcul premier temps, la répartition entre les salariés en deuxième temps, et on va regarder aussi comment sont bloqués les fonds, parce que on a dit tout à l'heure, les fonds peuvent être bloqués 5 ans dans un PE. L'argent, il va sur quel fonds?
Est-ce que ces fonds sont risqués, pas risqués, est-ce que les salariés savent s'ils prennent des risques ou pas, ce qui n'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours beaucoup d'informations sur ce volet-là. Donc cette expertise permet aussi de donner à voir sur que deviennent les fonds, sur leur performance et sur leur niveau de risque. Ce qui permet éventuellement après de changer ou de modifier des supports de placement. Alors, dans le cadre du calcul de l'intéressement, on peut aussi demander à l'expert, toujours dans le cadre des informations consultation, soit sur la situation économique et financière, soit dans le cadre de la politique sociale, de vérifier les calculs de vérifier, ou en tout cas d'évaluer les calculs de l'intéressement. Quand il existe de fortes variations, par exemple d'une année sur l'autre, de décortiquer les phénomènes qui sont rentrés en jeu, ce qui peut éventuellement après amener à signer des avenants d'accords, parce qu'on a vu que le contexte économique avait bougé, et que du coup l'accord qu'on avait signé il y a 1 an ou il y a 2 ans, il est déjà caduc, et il faut le retravailler pour ne pas décourager l'ensemble des partenaires sociaux sur ce sujet-là. Donc on peut donner des réponses dans le cadre d'une mission d'expertise classique, et on peut aussi avoir des appuis spécifiques aux organisations syndicales, au CE, au CCE, au CSE. Donc là, il n'y a pas d'expertise qui sont traitées par la loi, ça peut rentrer dans le cadre d'une expertise contractuelle, et là, on pourra émarger sur le budget de fonctionnement, attribution économique et professionnelle, ou on peut aussi mettre l'employeur dans le financement, ce qui nous arrive régulièrement d'avoir des missions qui sont cofinancées employeur et budget de fonctionnement. Donc là, on travaille sur un accompagnement de négociation de la prime d'intéressement. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait, qu'on a déjà fait, et qui s'inscrivent très bien dans la pratique du dialogue social. Ce qu'on pose aussi dans ce cadre-là, dans le cadre de nos expertises, c'est ce que ça produit en termes de répartition. Il y a l'enveloppe en telle, mais il y a aussi la répartition, et qu'est-ce qu'on veut faire de cette répartition? Est-ce qu'on considère que l'intéressement ou la participation, c'est le fruit du travail de tout le monde, de la contribution de tout le monde, et du coup, finalement, chacun a droit à la même chose? Ça, c'est vraiment la part égalitaire. Est-ce qu'il faut tenir compte uniquement de son salaire dans la répartition? Vous voyez ici, on a un exemple, 43% de la population est cadre, et quand on répartit l'enveloppe de la participation ou de l'intéressement, eh ben, les cadres ici récupèrent 63% de l'enveloppe de participation ou d'intéressement, du fait de ce mécanisme de rémunération qui rentre en ligne de compte. Donc ça permet de poser des choses, et puis après, éventuellement, de les faire évoluer par le biais de la négociation. Alors ici s'achève la partie présentation qu'on souhaitait partager avec vous. On peut commencer à répondre à des questions, sachant que si vous avez des questions et que vous avez la possibilité de venir la semaine prochaine, mardi matin, sachez qu'on organise une matinée débat dans nos locaux, ça commence à 9 h. Et que ce sera sans doute plus facile pour vous d'avoir des réponses en direct à vos différentes questions. Alors, je prends les questions, je les découvre. Question 1, comment sont concernées les associations par l'intéressement et la participation? Même si les associations sont à but non lucratif et n'ont pas pour vocation de faire des bénéfices, il peut y avoir des parties, ce qu'on appelle fiscalisées dans les associations, ce qui fait qu'elles vont générer du bénéfice fiscal. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une distorsion entre le résultat comptable et le résultat fiscal. En toute logique, j'ai envie de dire que les associations, normalement, sont peu fiscalisables et du coup, il n'y aura pas de participation. Mais à l'inverse, rien ne les empêche de signer un accord d'intéressement avec des critères financiers, mais pas forcément. C'est pas forcément ce qui a le plus de sens dans une association, mais on peut signer un accord d'intéressement, même s'il n'y a pas de participation, ça c'est pas gênant. L'un peut prendre la place de l'autre sans problème. Seconde question,
Est-il possible d'avoir de l'intéressement dans une association à but non lucratif? Ben, pardon, je viens de répondre. Troisième question, si les salariés ont reçu une prime exceptionnelle en année N, est-ce que la négociation de l'accord d'intéressement est bloquée pendant une durée définie? Alors, ça c'est une question importante, effectivement, aux yeux de l'URSSAF. Euh, L'intéressement ne peut pas supplanter, ne peut pas remplacer un élément de salaire. Donc, si l'entreprise a pour objectif de ne plus verser une prime qu'elle versait une année et de le remplacer par un intéressement, ça va être compliqué pour l'année de transition. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait une année blanche où l'entreprise ne verse pas de primes exceptionnelles et que l'intéressement puisse prendre le relais au bout d'un an. Alors ça pose une difficulté, c'est la période de transition, mais il existe des moyens pour y pallier. Je vais prendre la question suivante, la question 4. Voilà, la loi Pacte qui libère du forfait social pour être récupéré par les directions pour faire les NAO, alors que ce devrait être une obligation de la loi. Effectivement, c'est possible. La question, c'est qu'il faut poser, ça, il faut le poser effectivement avec l'employeur en disant vous allez faire une économie de forfait social, parce qu'il y a des entreprises qui appliquent déjà des accords d'intéressement. Aujourd'hui, le forfait social est 1%. Demain, il va tomber à zéro. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que devient l'économie? On pourrait dire on la réinjecte dans le cadre de l'intéressement et on modifie notre calcul pour en tenir compte. C'est-à-dire qu'on va augmenter le potentiel d'intéressement à hauteur de l'économie qui aura pu être faite. Il y avait une suite à la question, Eric. Versement en totalité ou partiel de forfait social à zéro pour les entreprises. Versement en totalité ou partiel de ce forfait social, je ne comprends pas la question. En fait, le forfait social, soit on aura 0%, soit on aura 20%. Il n'y aura pas d'entre-deux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris des textes. Si on est moins de 250 personnes, il n'y aura plus de forfait social à payer sur l'intéressement. Et quand on sera en moins de 50, ce sera et l'intéressement, et la participation, et les versements et les abondements de l'entreprise dans le cadre du PE ou du CAR. Alors la loi a été votée. Pour moi, la loi n'est pas votée. Pour moi, elle est encore dans le processus parlementaire. Elle a été votée, adoptée en première lecture à l'Assemblée. Et ça a été renvoyé au Sénat. Le Sénat va faire son analyse et éventuellement des propositions d'amendement. Ça va revenir en deuxième lecture à l'Assemblée, qui aura pour finalité de valider la loi et ensuite suivront les décrets, le cas échéant. Alors, bonne question sur le financement de l'apport de Syndex dans la négociation d'intéressement. On peut vous apporter des éclairages dans le cadre de l'expertise sur la situation économique et financière ou dans le cadre de la politique sociale, notamment sur comment évoluer le calcul d'une année sur l'autre, sur les questions de répartition. Et à ce moment-là, on peut déjà vous donner des éléments d'appréciation. Si ça nécessite un travail plus approfondi, de travailler sur des hypothèses, de faire des allers-retours avec la direction, de faire des simulations ou de faire même un projet d'écriture d'accord, à ce moment-là, il faut mobiliser le budget de fonctionnement du CE ou du CSE. C'est à ça que doit servir notamment le budget de fonctionnement, c'est pour financer des conseils, des appuis, des accompagnements. Est-ce qu'il y a une autre question? La suppression du forfait social ne rend pas le dispositif obligatoire. N'est-ce pas un élément de campagne? Alors, je n'ai pas forcément suivi tous les éléments de la campagne d'Emmanuel Macron. La suppression du forfait social ne rend rien d'obligatoire. On est vraiment sur de l'incitatif. On l'a vu avec la loi Macron. Il renvoie les partenaires sociaux au local en disant mettez-vous autour de la table, discutez, négociez. Nous, on ne veut rien vous obliger, on veut plutôt alléger les contraintes. Là, on vous donne une incitation pour le faire, allez-y. Donc, oui, c'est l'esprit Macron, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question?
Alors, la période de transition, lorsqu'une prime a existé, se compte à partir de la date de négociation et donc crée 2 années blanches. Alors ça, on est dans l'interprétation. Pour moi, il n'y a qu'une année blanche. On peut commencer à négocier l'année où on verse pas la fameuse prime exceptionnelle. À partir du moment où ça remplace pas, pour moi, une année blanche suffirait. Maintenant, on pourrait poser la question plus précisément à un conseil, à un avocat. Moi, c'est ma lecture aujourd'hui. Voilà. Après, je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, c'est ça que je comprends des textes et de la position de l'URSSAF. Un groupement d'entreprises peut-il mettre en place un accord d'intéressement, pardon, de participation? Oui, on peut faire ça. On peut créer de la participation même au sein d'un groupe, même si ça ne reprend pas l'ensemble des sociétés du groupe. Donc, j'ai envie de dire, oui, on peut le faire. On peut même créer des plans d'épargne inter-entreprises, comme on peut créer des PERCO inter-entreprises. Donc, on a la possibilité de le faire. Alors, de plus en plus d'entreprises instaurent le critère du taux de fréquence des accidents du travail pour le calcul d'intéressement. Est-ce logique? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est logique? Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui écrivent clairement dans leurs axes stratégiques zéro accident de travail, ou en tout cas vraiment réduire la sinistralité au travail. Donc on peut considérer que effectivement ça a du sens. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. On l'a déjà rencontré dans nombreux accords d'intéressement. Évidemment, il y a des risques qu'on peut imaginer. C'est que pour favoriser l'intéressement, on ne va pas forcément déclarer l'ensemble des accidents de travail. Donc ça fait partie des choses qu'on a déjà rencontrées à l'orée de négociations sur les accords d'intéressement. Souvent, les directions veulent le mettre. Souvent, les organisations syndicales sont plutôt réticentes, mais on arrive à trouver des terrains d'entente sur comment on mesure les accidents du travail. Parfois, il y en a qui disent on est sur du pré-accident, ou alors c'est sur les moyens qu'on va se donner pour éviter les accidents du travail. Bon, il y a des critères qui peuvent aller sur ce terrain-là, qui peuvent ramener un consensus entre les organisations syndicales et les employeurs. Ça, c'est vraiment l'objet de la négociation. Donc oui, c'est possible et oui, c'est légal. Alors, une fois qu'une entreprise supérieure à 300 salariés soit une SCOP au format SA, modifie-t-il les éléments de calcul, de participation et d'intéressement? Le fait qu'une entreprise soit une SCOP, à mon sens, ça modifie en rien la question de l'intéressement. Éventuellement, ça modifie au niveau de la participation sur la question du forfait social. Puisqu'en fait, la base de calcul ne va pas forcément être la même, puisque quand on distribue de la participation dans le cadre d'une SCOP, c'est assimilé à un dividende de travail. Donc il y a un petit écart de traitement, mais qui n'est pas significatif. C'est-à-dire que dans le cadre légal, enfin, habituel, la participation, si elle est 200, on sait que le forfait social sera de 20, pardon. Donc le coût global pour l'employeur, c'est 120. Dans une SCOP, si on a 100 de participation, ça inclut le forfait social. Donc les salariés sont assimilés à des actionnaires, donc ils vont payer, l'entreprise va les payer, mais eux vont toucher que 80 sur les 100. Une autre question, Eric? L'intégration d'entreprises de moins de 50 salariés dans une US rend-elle obligatoire son intégration dans l'accord de participation et à quelle échéance? À partir du moment où l'entreprise est dans l'US, en fait, l'US, c'est elle qui va gérer l'accord de participation. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir juxtaposition d'accord de participation dans une entreprise qui était à plus de 50, pardon, et dans l'US? Pour moi, c'est un accord de participation au niveau de l'US, puisque justement les salariés qui seraient dans des entités qui sont moins de 50 doivent pouvoir bénéficier de la participation au niveau de l'ensemble de l'US. Alors, toujours dans la suite de la question, sur l'économie du forfait social, cette moitié restante que se garderait l'entreprise, elle pourrait en faire quoi? J'ai envie de dire qu'elle en fait ce qu'elle veut, comme elle faisait déjà ce qu'elle voulait à peu près du CICE. À partir du moment où elle bénéficie d'exonération, de baisse de charges,
Une entreprise fait ce qu'elle veut, des marges de manœuvre qu'elle récupère. Ça, c'est le principe de base. Mais après, une fois qu'on a l'information, quand on est autour de la table, quand on est représentant des salariés, organisation syndicale, on sait qu'on a cette marge de manœuvre, on sait qu'on peut la discuter avec l'employeur pour voir justement ce qu'on peut en faire, et notamment au bénéfice des salariés, que ce soit pour améliorer les conditions de travail ou que ce soit pour alimenter des éléments de rémunération. Alors, on nous pose la question suivante. Avec cette suppression du forfait social, il y a un problème. Ça avait une utilité pour la société. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de déshabiller notre système de protection sociale collectif? C'est le risque. Effectivement, à partir du moment où on diminue un prélèvement, ça veut dire qu'on a moins de ressources. Donc, c'est ça, c'est déshabiller, déshabiller le système commun pour habiller le système privé. On peut imaginer que si c'est incitatif, ça va permettre de plus développer encore les systèmes. Bon, mais clairement, oui, il y aura un manque à gagner pour les organismes sociaux, puisque 20% sur, tout à l'heure on a dit, j'ai un flux en 2016 d'à peu près 17 milliards d'euros d'épargne salariale entre l'abondement, l'intéressement et la participation. Donc 20% sur 17 milliards, ça fait quasiment 1,5 milliard. À partir du moment où je diminue ce taux, forcément, ça fait des ressources en moins pour le système collectif. Et ce qu'on peut dire aussi au passage, c'est que ça crée une distorsion entre les entreprises, puisque celles qui ont moins de 250 salariés vont payer moins de cotisations que celles qui sont supérieures à 250 salariés. Donc ça crée aussi de la distorsion entre les entreprises elles-mêmes. Donc de ce point de vue-là, ça peut être effectivement critiquable. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Dans le cadre d'une US, de nouvelles acquisitions de filiales, comment peut-on faire rentrer dans l'accord de participation de l'US? À partir du moment où on fait partie d'une US, à mon sens, on doit rentrer dans le système de participation de l'US. Normalement, l'accord de participation prévoit, ou doit prévoir en tout cas, les modifications de périmètre. C'est-à-dire une entreprise qui sort, une entreprise qui rentre, que se passe-t-il? Donc là, c'est une question un peu technique, un peu de droit, donc éventuellement revenez vers nous. Vous pouvez laisser vos questions hein, sur la boîte mail qui s'appelle contact@syndex.fr. Si vous avez encore d'autres questions, si on n'a pas répondu à tout là pendant cette heure, surtout n'hésitez pas à nous laisser questions. On reviendra forcément vers vous d'une manière ou d'une autre pour essayer d'apporter des réponses. Alors, comment intégrer une entreprise détenue à 50% et une entreprise canadienne dans l'accord de participation d'intéressement? Alors, a priori, la participation, ça concerne uniquement les entreprises qui sont sur le territoire français. Donc, normalement, on ne peut pas rentrer dans la question de la participation les entreprises étrangères, ou qui sont implantées à l'étranger. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudrait voir. Concernant l'intéressement, alors c'est un sujet que j'ai pas pris le temps d'évoquer tout à l'heure, mais il est possible de créer des accords d'intéressement groupe et des accords de participation groupe. Ça veut dire qu'on peut travailler sur un périmètre qui n'est pas forcément l'intégralité du groupe de société dans lequel on est inséré, mais qui peut reprendre un périmètre plus petit. Alors ça peut être pas le périmètre total, le périmètre plus petit. Donc ça, c'est là où il y a du sens et surtout là où il y a des salariés et éventuellement de la valeur ajoutée qui est créée pour pouvoir la distribuer auprès des salariés. Donc ça, cette dimension groupe, elle est importante et elle peut être utile à certains endroits. Notamment ce que je disais tout à l'heure, hein, une société qui par construction ne fait pas de bénéfices, les bénéfices sont localisés ailleurs. Si on signe un accord de groupe, on prend tout le monde et du coup, on neutralise ces effets structure. Est-ce qu'on a d'autres questions, Eric? Alors, parce que je ne vois pas la question. Oui, d'accord. En fait, il n'y a plus de questions que je vais pouvoir prendre parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. C'est une dernière, c'est ça? Alors, est-ce que la participation est obligatoire dans une entreprise de 70 salariés? Si oui, le montant partagé est-il fixé par la loi?
Donc la réponse aujourd'hui, à partir du moment où ça fait plus de 12 mois que l'entreprise a employé 50 salariés, elle est dans l'obligation de signer un accord de participation, voire de verser un accord de participation à partir du moment, évidemment, où elle fait des bénéfices. Ce qu'on va partager, c'est une partie du bénéfice fiscal, ce qu'on a évoqué tout au début. Donc oui, et le calcul, il est déterminé à minima par la loi, par le Code du travail. C'est ce qu'on a évoqué tout au début de la présentation du webinaire. Donc on a le Code du travail qui nous dit 50 salariés plus, et qui nous dit aussi quelles sont les modalités de calcul de cet effectif de 50, et qui nous dit comment on calcule la participation dont on va bénéficier les salariés à partir du moment où on a le bénéfice suffisant pour le faire. Voilà, donc on va mettre fin à cette présentation. Voilà. Ce que je voulais rappeler, c'est que Syndex est donc présent sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc surtout, n'hésitez pas. Il existe une matinée débat qui est prévue mardi prochain dès 9 h. Donc c'est sur le site de Pajol ici. Vous pouvez vous inscrire sur syndex.fr. Il y aura un autre webinaire dans 11 jours, le 27 novembre, à partir de 12 h à 13 h. Inscrivez-vous également sur syndex.fr. Quand je dis vous, c'est les collègues qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui. Ce webinaire sera visible en ligne en mode replay à partir du 27 novembre. Et éventuellement, pour approfondir, vous pouvez aller sur le lien qui est présenté ici, Syndex Participation Intéressement. Il y a l'adresse contact syndex.fr. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre participation et à très bientôt.